je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité haïtienne. Eh bien oui, l'actualité haïtienne est marquée une fois de plus par l'intensification de l'insécurité. Elle est marquée aussi par la gabegie, l'incurie, la corruption de nos dirigeants. Elle est marquée, hélas, par l'indifférence de la soi-disant communauté internationale à la souffrance haïtienne. Sauf que si vous avez suivi avec attention l'actualité politique de ces derniers jours, vous remarquerez que l'insécurité a atteint une nouvelle phase. Je m'explique. Le chef autoproclamé des terroristes, le dénommé Barbecue, a invité avec trompette et tambour les riverains, les déplacés, ceux qui ont été forcés de laisser leur résidence privée, eh bien, Barbecue les a invités à rentrer chez eux. Sauf que ceux qui ont osé le faire, ceux qui ont bravé leur peur pour se rendre chez eux, ont constaté de leurs propres yeux que désormais, il était impossible de vivre chez eux. Pour quelle raison? Parce que, tandis que Barbecue a invité les riverains à rentrer chez eux, il l'a fait après que ses collaborateurs, après que ses comparses, après que ses sbires ont littéralement éventré les maisons, ont saccagé, ont réduit en ruine les maisons de ses résidents. En sorte que les résidents ont été amenés à constater par eux-mêmes, ils ont été amenés à réaliser par eux-mêmes que désormais, il allait être impossible de vivre dans ces résidences-là. Pour quelle raison? Parce que les maisons ont été éventrées, les murs ont été saccagés, les meubles qui y sont restés ont été tout simplement réduits en cendres et, parallèlement,
l'État ne s'engage pas à indemniser ceux qui ont perdu leurs biens. Alors, d'un côté, les riverains ont été forcés d'abandonner leur résidence sous la menace des terroristes. Pour quelques-uns, c'est depuis 2 ans, pour d'autres, c'est depuis 18 mois. Un peu plus de 2 ans après qu'ils ont laissé leur résidence, le chef autoproclamé des terroristes, recherché, dit-on, par les États-Unis, a invité les riverains à rentrer chez eux et lorsqu'ils sont arrivés en leur domicile, ils ont constaté que désormais, c'était impossible d'y vivre. Les murs ont été éventrés, répétais-je. Les plafonds ont été défoncés. Les céramiques ont été arrachées, en sorte que les riverains ont constaté un tas de ruines là où était construite leur résidence. Donc, ils vont être forcés de faire autre chose. À cette émission, nous nous fixons pour objectif, nous nous donnons pour mission de vous aider à comprendre ce qui se déroule sous vos yeux et qui semble être tellement incompréhensible. Les gens sont chassés de chez eux, 2 ans plus tard, on les invite à revenir, mais quand ils reviennent, ils constatent un champ de ruines, comme si Haïti était en guerre. Contre qui, contre quoi, pour quelle raison, on verra. Et là, ceux qui ont perdu leur maison devront faire le choix. Le choix d'abandonner, le choix de vendre, et surtout le choix de renoncer à tout jamais à leur titre de propriété. Le but de l'émission de ce matin, c'est de vous aider à comprendre l'insécurité en 6 étapes, rien de moins. Comprendre l'insécurité en Haïti en 6 étapes. Après l'émission de ce matin, vous allez vous apercevoir qu'au fait, vous assistez à un film macabre, un film cauchemardesque, un film d'horreur, vous avez raison, mais un film dont le script est déjà rédigé. Et donc les terroristes reçoivent des directives, ils reçoivent des ordres, ils font ce qu'on leur demande de faire, ils le font selon un plan, ils le font selon un calendrier. Et je vous ai dit au début de l'émission que l'insécurité venait d'atteindre la 2e phase. Il y en aura 6. C'est d'ailleurs le titre de l'émission. Comprendre l'insécurité en Haïti en 6 étapes ou en 6 phases. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui, nous allons nous dire les vraies affaires. Je vous invite donc à prêter une attention soutenue à la page pub, car il y a une annonce extraordinaire qui vous est diffusée. La prochaine conférence sur l'insécurité par la diaspora, conférence initiée par CASH, Communauté d'action stratégique pour Haïti. Cette conférence aura lieu à la fin de ce mois, le samedi 27 septembre, dans le New Jersey. Prêtez attention à l'annonce. Je vous reviens après la page pub que voici. C'est convenu. À tout à l'heure, les amis. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femmes, kou garçon, timoun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nous yo, maré complot ak malfecté local. Yo gaye gros âme fan fois, tout partout sous île ya. Yo sene tout passage. Moun de bien qui en dedans pas ka sorti, moun de bien qui de yo pas ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Citoyen moun de bien tant mais on chita attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti. Tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous Sanctification Assembly of God, 490 Hillside Avenue, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, 5h après-midi.
entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Alors voilà les amis, vous l'avez entendu, à la fin de ce mois, nous allons nous rendre dans le New Jersey. On avait fait la promesse le 17 août lors de la première conférence de la diaspora sur l'insécurité. On avait dit qu'on allait prendre notre bâton de pèlerin et qu'on se rendrait dans toutes les grandes villes importantes de la diaspora, pas seulement de la diaspora nord-américaine. Nous allons nous rendre à chaque mois en une ville de la diaspora haïtienne pour mobiliser les Haïtiens, les Haïtiennes autour de la nécessité de reprendre leur destin en main, de reprendre leur pays en main. Vous allez le comprendre. Il y a un plan qui consiste à nous botter le cul en dehors du territoire haïtien et de faire en sorte qu'on soit si à l'aise en terre étrangère qu'on oublie Haïti. Vous allez mieux comprendre. Le plan Deo net. Maintenant que nous comprenons cela, eh bien nous allons le leur jouer à l'envers. Nous allons prendre le temps de nous parler, de construire ce mouvement citoyen et nous allons reprendre notre pays, reprendre notre destin. Je vous invite sincèrement à vous rendre sur le site de Cash, www.cashmouvement.com. Et vous allez voir que c'est un site convivial, c'est un site qui nous invite à rêver à l'Haïti de l'après-l'insécurité, car il nous faut nous élever au-delà de l'insécurité pour oser rêver grand, comme l'ont fait nos ancêtres. Ils ont rêvé à une nation, la seule nation nègre en Amérique. Ils ont rêvé à une nation qui serait le phare des peuples, le rassemblement des peuples, tous azimuts en quête de liberté. Ils ont rêvé d'un peuple qui inscrirait dans l'histoire la notion de l'autodétermination des peuples. Ils ont osé faire ce que personne n'a cru possible, battre des nations européennes, des nations blanches qui se pensaient invincibles. Nos ancêtres ont battu les Espagnols, ils ont battu les Anglais, ils ont battu les Français et ils ont conquis l'indépendance de cette terre. Imaginez. Ils sont arrivés dès 1501, 1502, 1503, chaînes aux mains, chaînes aux pieds. Ils ont été kidnappés par ces Européens chrétiens. Ces Européens chrétiens ont eu la bénédiction de l'Église. Le pape avait béni l'entreprise de l'esclavage parce que nos ancêtres n'étaient pas chrétiens. Et puisqu'ils n'étaient pas chrétiens, eh bien, le pape a donné aux Européens chrétiens, de véritables sauvages, le droit de réduire à perpétuité en esclavage nos ancêtres. Et tout était mis en œuvre pour qu'ils ne se soulèvent jamais contre cet état de fait. Et ce dis-je qu'on pensait impossible a été rendu possible parce que nos ancêtres ont osé rêver au-delà de leur quotidien. Ils ont battu les Français, battu les Anglais, battu les Espagnols pour bâtir la nation haïtienne, terre de liberté. Voilà ce que représente Haïti. Et donc nous devons faire comme nos ancêtres, rêver au-delà de cette mise en scène de l'insécurité, rêver à l'Haïti d'après. Pour y arriver, nous allons parcourir toutes les villes importantes de la diaspora. Nous irons, n'est-ce pas, au Brésil, nous irons au Chili, nous irons en République dominicaine, nous irons, n'est-ce pas, à Nassau, Bahamas. Nous allons convaincre nos compatriotes de la nécessité de reprendre la nation haïtienne en main, de la nécessité de reprendre notre destin en main. Oui, c'est possible. Il suffit de s'y mettre. Alors, après cette belle conférence
ce succès, tant au niveau de l'engagement, tant au niveau du nombre, après cette conférence que nous avons réalisée à Montréal le 17 août dernier, nous nous rendrons à la fin de ce mois, le 27 septembre prochain, dans le New Jersey. Et au mois d'octobre, nous serons à New York. À chaque fois, nous allons parler de l'insécurité avec des experts de la chose, des vétérans des armées canadiennes et américaines, des vétérans haïtiens, j'entends, qui vont nous dire, voilà, c'est possible. Voici les ressources dont nous disposons. Voilà les technologies que nous avons. Tout ce qui manque, c'est la volonté politique. Et bien sûr, à un moment donné, il faudra balayer ces dirigeants qui sont corrompus, ces dirigeants qui sont complices de nos malfaiteurs, ces dirigeants qui ont signé un pacte avec les terroristes. Non-ingérence, non-violence. Les terroristes sont violents, mais vis-à-vis de la population civile. Les terroristes n'ont jamais attaqué les dirigeants. Les dirigeants, n'est-ce pas, nous donnent l'impression qu'ils font quelque chose, mais les terroristes ne sont jamais touchés dans leurs tripes, dans leurs entrailles. Ils sont jamais ébranlés. Pour quelle raison? Et les dirigeants corrompus d'Haïti et les terroristes travaillent pour la même finalité. Ils ont les mêmes patrons. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, devant ce plan macabre qui se déroule devant nous, qui se déroule sous nos yeux, pour nous forcer à abandonner notre Haïti chéri, de telle sorte que nous installions confortablement en terre étrangère pour oublier Haïti, nous devons le leur faire à l'envers. Nous allons reprendre notre pays, reprendre notre destin, et faire d'Haïti, Haïti chéri, pas seulement pour les Bidjo, pas seulement pour le groupe Makaya, mais Haïti chéri pour tous les enfants de Dessalines, pour tous les enfants de Christophe, pour tous les enfants de Tantoya, pour tous les enfants de Toussaint Louverture. Rien de moins. Alors je vous invite non seulement à visiter le site de Cash, cashmouvement.org, mais à vous y inscrire, à vous y engager. Pour l'instant, on ne vous demande rien que ça. Inscrivez-vous, engagez-vous. Nous allons créer le plus grand mouvement citoyen qu'Haïti n'ait jamais connu pour reprendre notre destin en main. Alors, cette annonce, une fois faite, revenons au plan de l'émission, le titre de l'émission, comprendre l'insécurité en 6 étapes. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femmes, kou garçon, ti moun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nou yo, mare complot ak malfekte lokal. Yo gaye gros âme fan fwa, tout partout sous île ya. Yo senen tout passage. Moun debye ki an dan pa ka sorti, moun debye ki de yo pa ka entre. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Citoyen moun de bien tant mais on chit attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti. Tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous Sanctification Assembly of God, 490 Hillside Avenue, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Eh bien voilà, la première étape, c'est mais une Haïti tranquille. Hein? Quand je le dis, ça paraît un choc pour vous, parce que l'insécurité de ces dernières années, l'insécurité de ces 4 dernières années nous paraît tellement grande qu'il nous faut faire un effort supplémentaire pour nous rappeler que Haïti, c'était l'un des pays les plus paisibles, l'un des pays les plus calmes de la Caraïbe. J'ai rencontré dernièrement un policier canadien qui m'a dit avoir fait le tour d'Haïti plus que 3 fois avec un sac dans le dos.
Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit, non, mais j'ai voulu connaître ce pays. Mais quel beau pays, m'a-t-il dit. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous aviez des amis là-bas? Il dit, non, moi je ne connaissais personne. Je voulais seulement visiter ce pays, puisque bon, j'avais des amis haïtiens au Canada. J'ai voulu y aller par moi-même. Et j'y suis allé moi-même, j'ai fait le tour d'Haïti avec un sac à dos. Les gens sont hospitaliers, les gens sont accueillants, la nourriture est bonne, vous avez des plages, n'est-ce pas, quasiment à chaque coin de rue. Et je ne me suis jamais senti en danger. Ça, c'est un étranger qui le dit. Et cela, il l'a fait il y a à peine quoi, une dizaine d'années. Et là, il me parle de Jacmel, il me parle des Cayes, il me parle de Port-au-Prince, il me parle des Gonaïves, il me parle bien sûr du Cap Haïtien. Il a fait le tour du pays avec un sac dans le dos. Sans parler le créole, il l'a fait avec très peu d'argent. Il faisait des dons aux habitants qui le recevaient bien, n'est-ce pas, chez eux, et il en est revenu avec un si grand amour, non seulement pour ce pays, mais pour ce peuple, au point qu'il me dit, mais Jean, d'où vient cette insécurité? En Haïti, vous n'avez pas de guerre tribale. En Haïti, vous n'avez pas de guerre civile, il faut résister à cela. En Haïti, vous n'avez pas de guerre religieuse. Vous n'avez pas de guerre pour... une guerre dont la motivation première serait la drogue, mais d'où vient diable cette insécurité? Alors, avant de comprendre cela, restons-en à cette première étape. Haïti, avant cette dégringolade de ces dernières années, c'était l'un des pays les plus sûrs de la Caraïbe et du monde. Et cela a toujours été ainsi. Je vous ai déjà parlé de cet espion français qui est entré en Haïti, au Cap en particulier, sous couvert d'un diplomate, Gaspard Théodore Molien, que la France avait dépêché, dis-je, sur le territoire haïtien tout de suite après notre indépendance, pour observer les mœurs haïtiennes, pour observer, n'est-ce pas, les traits fondamentaux du peuple haïtien. Et il a écrit plusieurs livres, dont Les mœurs d'Haïti. Un livre que vous gagnerez à lire. Et dans ce livre-là, il dit, écoutez, c'est un peuple paisible, c'est un peuple courtois, c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple travaillant. Et il a recommandé à l'État français de contrôler les élites par l'éducation, de contrôler, n'est-ce pas, cette société par l'école et par la religion, dans l'espérance, un jour, de détruire le tissu social haïtien et que la France puisse reprendre le contrôle de ce peuple et de cette terre. Donc, la sécurité d'Haïti, la docilité du peuple haïtien, la courtoisie du peuple haïtien, l'hospitalité du peuple haïtien, c'était des notions proverbiales, tout le monde en parlait, c'était des notions coutumières. Qui disait haïtien disait hospitalité, qui disait haïtien disait sécurité, qui disait Haïti disait justement beauté. Et c'est cette première phase-là qu'il nous faut garder en vue pour comprendre ce qui va se dérouler, ce qui va se dire dans les prochaines minutes. Haïti, en raison de sa beauté, le peuple haïtien, en raison de sa docilité, en raison de son hospitalité, en raison de sa générosité, eh bien, le territoire et le peuple ont fait l'objet de beaucoup de convoitises. À commencer par la France qui n'a jamais renoncé à ce pays. La France a beau se tourner vers l'Algérie, elle a beau se tourner vers d'autres pays de l'Afrique, elle ressent comme une écharde dans sa chair. Elle éprouve comme une blessure béante qui refuse de se guérir l'indépendance haïtienne. Et il faut envoyer le contre-exemple de cette indépendance-là en reprenant le contrôle de ce territoire, en reprenant le contrôle de ce peuple,
Et pour y arriver, il fallait tout simplement déchirer le tissu social. On va comprendre tout cela. Donc, comprendre l'insécurité d'Haïti en 6 étapes, c'est revenir à la première étape, l'étape d'un pays tranquille, l'étape d'un pays sécuritaire. Et ce dont je parle ne remonte pas à un siècle. Hein. Ce dont je parle ne remonte même pas à un demi-siècle. Quand je grandissais, les gens ne fermaient pas leurs portes. Ah, mais on dormait avec les portes ouvertes. Pourquoi? Parce que le plus grand défaut, la plus grosse insulte qu'on puisse lancer à un Haïtien, c'était de dire qu'il est un voleur. Et quand les riverains, quand les voisins lançaient cette fameuse phrase « barré volait », c'est toute la société civile qui était mise en branle pour arrêter celui qui a osé entrer par, n'est-ce pas, par la violence dans la maison d'autrui. Donc c'était une Haïti tranquille, c'était un peuple hospitalier, c'était un peuple, n'est-ce pas, tellement généreux que la violence des 4 dernières années nous a tous pris par surprise. Vous savez, c'est cette Haïti-là qui est l'objet des convoitises de nos ennemis de l'intérieur et de nos ennemis de l'extérieur. Parlons de nos ennemis de l'intérieur. Et pour comprendre la deuxième phase, il faut accepter le fait que nous avons des ennemis à l'intérieur. N'allez pas croire que c'est seulement des étrangers qui convoitent notre pays. Il y a des gens qui sont chez nous, des gens qu'on a considérés comme étant des nôtres et qui pactisent, qui établissent des partenariats avec des étrangers malveillants de manière à nous sortir de notre pays pour faire main basse sur nos ressources. Des ennemis intérieurs, mais nos politiciens. D'ailleurs, c'est l'un des outils que Théodore Gaspard Molien va mettre en place, une élite politique qui va être au service des étrangers plutôt que d'être au service de la collectivité. Une élite intellectuelle formée par des Français à dessein qui vont justement servir des étrangers plutôt que de servir la nation. Une élite qui va être solidaire avec les étrangers plutôt que d'être solidaire avec le peuple. Et c'est ainsi qu'au fil des années, ce pays-là va être dirigé par des voyous. C'est la formule du général Maitland. Le général Maitland, c'est celui qui commandait l'armée britannique au temps où Toussaint Louverture défendait, n'est-ce pas, la colonie française de Saint-Domingue. Et au moment où le général Maitland devait céder la victoire à ce général noir, mais il eut à dire, écoutez, ça ne me dérange pas de signer la paix avec Toussaint Louverture, car je sais que ce pays-là soit contrôlé par les États-Unis d'Amérique, mais sûrement il sera dirigé par des voyous. Et donc c'est une prophétie qui se réalise tristement. Comment cette Haïti tranquille, comment cette Haïti généreuse, comment cette Haïti hospitalière est-elle en train de se transformer, est-elle en train de se métamorphoser sous nos yeux en une Haïti dangereuse? C'est donc la deuxième phase, c'est parce que pendant longtemps, n'est-ce pas, ce pays-là a été dirigé par des voyous. On ne pense qu'aux voyous de ces dernières années, mais si vous reprenez l'histoire politique de ce pays, on peut compter sur les doigts d'une main peut-être des dirigeants qui ne méritent pas d'être qualifiés de voyous, des dirigeants qui ne méritent pas d'être, n'est-ce pas, considérés comme des partenaires de nos malveillants. La plupart de ceux qui ont dirigé le pays ont été mis en place donc par nos ennemis extérieurs, mais ils ont été mis en place par eux à dessein pour déchirer le tissu social de ce pays, pour livrer le cerveau de nos jeunes, n'est-ce pas, à nos ennemis historiques. Et avec le temps, ce que Maitland avait prophétisé, ce que Gaspard Théodore Molien avait recommandé, avec le temps, cela est en train de se réaliser sous nos yeux.
du peuple tranquille que nous étions, du peuple généreux que nous étions, du pays, n'est-ce pas, tranquille et sécuritaire que nous étions, nous sommes devenus seulement au cours de ces 4 dernières années, un pays dont la capitale est livrée, dit-on, à 85% aux mains des terroristes. Comment cela a-t-il été possible? C'est parce que nos ennemis extérieurs sont patients, ils ont semé les graines par l'école, ils ont semé les graines par la religion. Nos ennemis ont fini par contrôler, n'est-ce pas, le cerveau de nos élites, tant intellectuelles que politiques. Nos ennemis intérieurs, n'est-ce pas, nous ont inondés d'hommes d'affaires transnationaux. Et aujourd'hui que les graines produisent les fruits, eh bien on voit exactement ce que Théodore Gaspard Molien avait prédit, ce que Maitland avait prédit. C'est un pays qui est dirigé par des voyous et dont le tissu social est déchiré pour donner la deuxième phase, une Haïti insécure. Comment en sommes-nous arrivés à cette Haïti insécure? Telle est la question. Encore une fois, retenez l'interrogation de mon ami, ce policier canadien qui dit s'être rendu en Haïti à plusieurs reprises, avoir fait le tour du pays avec un sac à dos. Jamais ne s'est-il senti en danger. Il a dormi chez des gens, parfois il a dormi à la Belle Étoile, tel était son souhait. Et les gens étaient tellement hospitaliers, tellement courtois à son égard, qu'aujourd'hui il se pose la question, mais d'où vient diable cette insécurité? Nous n'avons pas de guerre tribale, nous n'avons pas de guerre religieuse, nous n'avons pas de guerre pour, n'est-ce pas, pour la drogue, nous ne sommes quand même pas en Colombie, nous ne sommes quand même pas à Chicago aux États-Unis. D'où diable vient cette insécurité? Mais c'est la deuxième phase. Deuxième phase, rendre Haïti invivable. Nous allons comparer ce qui s'est fait ailleurs quand on a voulu rendre d'autres zones invivables à ce qui est en train de se faire dans l'Haïti d'aujourd'hui. Une autre petite pause, je reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Alors, on l'a vu, donc je reprends pour des raisons pédagogiques. La première étape, c'est l'Haïti tranquille, l'Haïti généreuse, l'Haïti hospitalière, mais l'Haïti belle. Belle Haïti, disent les Haïtiens. Et c'est cette Haïti-là qui a toujours fait la convoitise des autres peuples, la convoitise des Américains qui ont toujours souhaité nous occuper. Et cela, dès 1806, le président américain d'alors était tenté de nous envahir. Et bien avant l'occupation de 1915, c'est pas moins de 11 intrusions dans les eaux haïtiennes ou sur le territoire haïtien qui ont été perpétrées par la marine américaine. Donc il ne faut pas regarder l'histoire, n'est-ce pas, sur le laps de temps des 4 dernières années. Il faut remonter à la fondation même de ce pays pour comprendre ce qui se fait là. Parce que nos ennemis ont la patience longue. Nos ennemis, ils ont le sens du temps long. C'est pas pour rien que j'ai choisi de vous parler dès 3 ou 4 ans après notre indépendance de l'envoi par l'État français d'un émissaire, d'un espion du nom de Gaspard Théodore Molien, qui avait pour mission d'étudier le comportement haïtien de manière à faire des recommandations à l'État français en vue de reprendre le contrôle du pays et du peuple. Et
pas seulement les Français, les Américains font la même chose, ils nous observent, ils nous épient. Car ce pays-là est trop riche pour appartenir à des Noirs. Pas plus tard qu'en 2004, hein, je reprends, pas plus tard qu'en 2004, le sous-secrétaire général de l'OEA, M. Einaudi, a fait une déclaration qui aurait pu nous surprendre, mais devant les journalistes. Il a dit, et c'est Einaudi qui l'a dit, hein, sur le parvis de l'hôtel Montana, il a dit, écoutez, la plus grosse erreur de la communauté internationale a été de laisser Haïti être dirigé par des Haïtiens. Il ne faut plus que ça arrive. Et si vous regardez bien, depuis 2004, mais ce ne sont plus les Haïtiens qui dirigent Haïti. Bien sûr, nominalement, on voit les Fritz Alphonse Jean, on voit les Edgar Leblanc, on voit les Laurent Saint-Cyr, on voit les autres voleurs et corrompus et incompétents et apatrides, mais au fait, ils ne dirigent rien. Parce que ce pays dont la tranquillité, dont la combativité, dont la sécurité, ce peuple dont la courtoisie, dont la générosité était proverbiale, il fallait casser cela, déchirer le tissu social. Et pour le faire, on ne le fait pas en criant ciseaux. Il fallait mettre en place toute une infrastructure sociale, une infrastructure mentale, n'est-ce pas? Prendre le contrôle du cerveau des jeunes, prendre le contrôle de nos écoles, prendre le contrôle de notre spiritualité. Et ce à quoi nous assistons est au fait la résultante de ce qui est mis en place depuis Gaspard Théodore Molien. La deuxième étape, donc, c'est rendre Haïti invivable pour une partie de la population. Quand on veut faire cela, la première chose que l'on fait, c'est de s'assurer que les dirigeants de ce territoire nous sont dociles. Les dirigeants de ce territoire nous sont serviles. Les dirigeants de ce territoire, n'est-ce pas, dépendent de nous pour mettre en place leur politique publique. Haïtien dans Montréal, Laval, ak zone avoisinante yo, rale tiches ba nou vin tande. Délivrance l'arrivée la kay nou. Nou gen longtemps comme communauté n'a cherché yon moyen pour nous capable grandir, pour nous capable libérer économiquement. Tant que l'autre nation yo, juif yo fel, chaque nation qui vini ou senti que pouvoir économique là, c'est nan meilleur lié. Et pourtant, nous-mêmes haïtiens, nous derrière camionnette là. Eh bien, jodi a la, moi vin pour ton bonne nouvelle pour nous. Gagné yon gros séminaire qui pral fait jour 14 septembre, c'est un dimanche, à partir de 5 heures de l'après-midi, dans complexe La Providence, là, dans la cour Montréal. M'a invité nous chaque qui là, aller kounya là, dans haitillevé.com, retirer ticket nous. Ticket gratis, ap gen la manjay. M'aptan nous vin apprendre comment devise nous qui c'est l'union fait la force, nous pral mettre en action. C'est première fois depuis 1804, un groupe haïtien sorti tout partout dans le monde pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dire enough is enough. Nous pas prend ça encore dans mes colons yo. N'apprend destiné nous en main. M'aptan nous haitienlevé.com. Quand on n'arrive pas à placer les dirigeants que l'on veut, mais on les renverse tout simplement. C'est pas compliqué. Et les dirigeants haïtiens peuvent s'estimer chanceux, car en Afrique, la France n'accorde pas cette chance-là aux dirigeants qui ne sont pas soumis à la France-Afrique. On les assassine. Pas moins de 21 d'entre eux ont été assassinés par les services secrets français. Et donc, pour arriver à cette deuxième étape, donc il y a toute une infrastructure mentale, une infrastructure sociale à mettre en place. On nous envoie des coopérants internationaux qui nous accordent des bourses, qui établissent l'Alliance française dans les grandes villes du pays, exemple. Mais en sous-main, on nourrit l'instabilité politique. Le 19e siècle français, enfin le 19e siècle haïtien est un siècle, n'est-ce pas, d'instabilité politique. Pas beaucoup de chefs d'État ont duré au pouvoir. Et quand on réalise
que mais tel chef d'État a été renversé par tel chef de l'opposition, mais plus tard, on voit bien que c'était la main des Allemands, tenez. Un autre pays qui convoitait Haïti, les Allemands. Donc l'Allemagne a convoité, elle aussi, Haïti. Donc, quand on considère l'instabilité politique d'Haïti au 19e siècle, mais on réalise que souvent, tel leader, tel chef de faction, tel chef de guerre va être armé par les Allemands ou par les Américains ou par les Français contre celui qui est au pouvoir. Et sitôt celui qui est au pouvoir renversé, mais d'autres chefs de bande sont aussi armés et attendent leur tour. Donc on assiste à une histoire d'instabilité politique. Mais entre-temps, c'est les politiciens qui subissent la violence des uns et des autres, mais la population civile est restée généreuse, elle est restée hospitalière, elle est restée, pour ainsi dire, hors de danger, en sorte que les dernières années vont changer cela. Et quand on veut changer cela, justement, il y a une façon de faire, il y a comme un manuel qu'on respecte. On place des politiciens, première étape. On s'assure que les gens qui ont le contrôle politique nous sont soumis. On s'assure que les gens qui ont le contrôle politique n'ont d'autre agenda que l'agenda des ennemis de l'extérieur. Hein, la fameuse communauté internationale que mon ami Jafrique appelle, n'est-ce pas, proprement la communauté des nations malveillantes. J'entends la France, j'entends les États-Unis, j'entends le Canada aujourd'hui. Non seulement s'assure-t-on d'avoir des politiciens serviles, mais des politiciens qui exécutent l'agenda de ces malveillants, mais on s'assure aussi, n'est-ce pas, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre, on s'assure d'avoir un secteur politique, un secteur privé, qui est lui aussi soumis à l'agenda malveillant. Et si le secteur privé est trop nationaliste pour respecter cet agenda, c'est pas compliqué, on va assassiner les têtes de pont de ce secteur privé pour les remplacer par des gens d'affaires transnationaux. Et c'est ainsi donc qu'au fil de ces dernières années, le secteur privé, le secteur des affaires, l'économie haïtienne a été tout simplement passé de mains nationales à des mains transnationales. Rendez-moi fou ou sage, j'ai de la difficulté à voir un Bidjo père ou un Bidjo fils. J'ai de la difficulté à voir en Accra père, Accra fils, n'est-ce pas, des Haïtiens. Pour moi, ce sont des transnationaux qui sont arrivés en Haïti dans le but d'exploiter les ressources haïtiennes, qui ne créent pas de valeur, qui investissent, n'est-ce pas, pour exploiter la population haïtienne, mais les vrais investissements, on les retrouve en République dominicaine, on les retrouve ailleurs. L'argent véritable de ces transnationaux-là, on le retrouve, n'est-ce pas, dans les comptes offshore, comme on dit. Donc comment on rend un pays insécure? Deuxième étape, en contrôlant la classe politique, en contrôlant le secteur des affaires, mais cela ne suffit pas pour faire fuir la population. Bien sûr, une population appauvrie va être tentée de quitter le territoire, mais la population haïtienne a longtemps résisté à l'émigration. L'émigration massive haïtienne date ou coïncide avec l'occupation américaine de 1915. Et les Haïtiens n'ont pas fui d'eux-mêmes. Les Américains ont dû les forcer à fuir leur territoire, car l'Haïtien, traditionnellement, est viscéralement attaché à sa terre. Les Américains ont commencé à nous forcer à les couper de la canne en République dominicaine, puis à Cuba. Et depuis ce temps-là, mais voilà, on se retrouve sur toute la face du globe. Mais ça, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est parce que c'est une émigration qui a été travaillée. Et quand la pauvreté ne suffit pas à nous faire fuir, une autre étape dans cette deuxième phase, on va désormais armer des salauds. Haïti qui pourtant subit un embargo contre les armes. Haïti qui ne fabrique pas des armes, c'est une vérité de la palisse. Les armes qui, elles,
relève, n'est-ce pas, de lois transnationales, de trafic transnational. On va faciliter donc l'entrée des armes dans ce pays pour faire fuir la population. C'est donc la deuxième étape. Comment sommes-nous arrivés là? Comprendre l'insécurité en 6 étapes. La deuxième étape, c'est rendre ce pays invivable. Vous imaginez, le secteur économique est aux mains d'étrangers. Le secteur politique est aux mains d'hommes et de femmes qui exécutent l'agenda, n'est-ce pas, des nations malveillantes. Et comme si ces 2 éléments-là en soi ne suffisaient pas, eh bien, au cours des dernières années, on a assisté à une déferlante, on a assisté à une véritable inondation du territoire haïtien par des armes lourdes, des armes de guerre qui, pour la plupart, n'est-ce pas, à 90%, arrivent des États-Unis d'Amérique. Et le peuple est la cible de cette insécurité. Et c'est pour ça que c'était important de préciser que ce à quoi nous assistons en Haïti n'est pas une guerre de religion, ce ne sont pas des chrétiens qui se battent contre des vaudouisants ou des vaudouisants qui se battent contre des chrétiens, non. Ce n'est pas une guerre tribale, nous n'avons pas, n'est-ce pas, cette coutume-là dans notre pays. Ce n'est même pas une guerre idéologique, des gens de gauche qui se battent contre des gens de droite. Non, nous sommes à l'abri de ces luttes idéologiques. Ce qui se passe en Haïti, c'est autre chose. On terrorise une population, on la force à se déplacer, on l'appauvrit, on l'affame littéralement pour forcer cette population à abandonner sa terre. Et comme on voit, l'intensification date des 4 dernières années, mais ce projet de faire fuir Haïti, de faire fuir les Haïtiens, ce projet de vider Haïti des Haïtiens, on le voit, remonte au moins à l'occupation américaine. On forçait les Haïtiens à laisser Haïti, de telle sorte que les Haïtiens soient devenus une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci pour les autres pays qui en avaient besoin, mais sauf pour le territoire haïtien. On a vu ce type d'exemple-là ailleurs. J'ai déjà parlé de Little Haïti. Aujourd'hui, on peut parler de la Libye. On peut parler, n'est-ce pas, aussi aujourd'hui de l'Afghanistan. On peut parler de l'Irak aussi. Quand on veut faire fuir une population d'une certaine zone qui est convoitée par des intérêts internationaux, non seulement va-t-on rendre ce territoire instable politiquement, mais on va l'inonder d'armes de guerre. La France a exécuté ce même sale boulot en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, dans d'autres pays du Sahel qui, tout à coup, étaient aux prises avec des groupes terroristes. Des groupes terroristes qui disposaient d'armes lourdes, parfois d'armes beaucoup plus avancées que l'armée régulière du pays. Et la France qui se propose tout à coup d'aider l'armée malienne, qui se propose tout à coup d'aider l'armée du Burkina Faso, mais on réalise que la France se propose d'aider, mais plus accrue est la présence française, plus fortes sont les troupes terroristes, jusqu'à ce que des nationalistes, des patriotes, des militaires patriotes disent, mais écoutez, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut trouver l'erreur. La France, l'une des armées les plus puissantes du monde, nous propose de nous aider. Les terroristes tiennent des armes lourdes qui sont des armes françaises, et pourtant l'armée française est sur notre territoire. Bien bon, basta. On ne va plus compter sur la France pour nous sécuriser. On va chasser l'armée française et on va se sécuriser nous-mêmes. Donc comprendre donc l'insécurité en Haïti, c'est aussi comprendre ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, inonder un territoire d'armes d'un certain type. Au Mali, c'est des armes françaises. Au Burkina Faso, c'est des armes françaises. En Haïti, ce sont des armes américaines qui déferlent sur le territoire. Et lorsqu'on essaie de comprendre, mais il n'y a pas de guerre religieuse, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de guerre idéologique, pourquoi des terroristes
prennent en cible la population civile, mais vous allez comprendre vers la fin, c'est parce que ce territoire est trop beau pour appartenir à des nègres. Ce n'est pas normal qu'un peuple aussi appauvri continue d'être aussi docile. Ce n'est pas normal qu'un pays aussi affamé continue d'être l'un des pays les plus sécuritaires au monde. Il faut casser cela. Et pour le casser, on va inonder ce territoire d'armes. C'est très intéressant. Si vous posez la question à ces terroristes à barbecue, le salaud qui n'a plus le droit de vivre, si vous posez la question à d'autres salopards, les ISO, les Vitellum, qui n'ont plus le droit de vivre, si vous leur demandez, mais pourquoi vous faites ça? Mais ils n'ont aucune raison. D'ailleurs, regardez le nom qu'ils se donnent, vivre ensemble. Au fait, ils marchent ensemble dans le sang de la société civile. Ils marchent ensemble dans le sang de la société haïtienne. Mais si vous leur demandez, mais pourquoi vous faites ça? Mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. On leur donne des armes, on leur donne des munitions, on leur dit terrorisez, faites fuir, et entre-temps faites de l'argent, mais sur quelle base idéologique, ils ne le savent pas. C'est la deuxième étape. La troisième étape, les amis, c'est vous faire réaliser que vous ne pourrez plus revenir là où vous étiez. Et c'est à cette étape-là que nous sommes rendus, semble-t-il, pendant ces dernières semaines, après que les barbecues de ce monde ont terrorisé la population civile de Port-au-Prince pour l'obliger à fuir sa maison, pour l'obliger à fuir son quartier. On a établi des postes de péage et l'État s'est accommodé de cela. L'État a accepté le fait que la population ne puisse plus traverser certaines zones. Certaines zones, des ministres ont appelé certaines zones des territoires perdus. Imaginez. Et tandis que la population semble s'installer dans cet état de fait, tandis que l'État semble s'accommoder de cela, oups, on vient de franchir une autre étape. Barbecue dit à la population, vous pouvez rentrer désormais chez vous. Et quand cette population rentre chez elle, qu'est-ce qu'elle constate? Mais voilà, un tas de ruines. Les plafonds sont éventrés. Les murs sont défoncés. Des céramiques sont arrachées. Des meubles sont réduits en cendres. La population constate par elle-même que là où était érigée sa maison, désormais, c'est un tas de ruines, comme si on était sur un théâtre de guerre. Haïti n'est en guerre contre personne. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une guerre idéologique, ce n'est pas une guerre religieuse, ce n'est pas une guerre, ma foi, n'est-ce pas, tribale. À quoi assistons-nous? Des Haïtiens qui sont armés par des mains qui se cachent, qui font fuir une population civile. Cette même population civile qui a été invitée dernièrement à rentrer chez elle. Et qu'est-ce qu'elle constate, cette population? Mais on ne peut plus vivre chez nous. Il ne reste que 4 murs, parfois 2 murs, et parfois il ne reste qu'un pan de mur. L'État ne s'engage pas à nous dédommager, l'État ne s'engage pas à nous indemniser. Alors qu'est-ce que nous allons devoir faire? Le fonds nous appartient encore. Retenez cela. Notre maison est détruite, mais le fond de terre nous appartient encore. Maintenant que nous constatons que nous ne pouvons plus y vivre, quels sont nos choix? Ah, on s'arrête ici, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais.
nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, le pédagogue en moi, c'est celui qui reprend. Hein. Quelqu'un a déjà dit, l'enseignant, c'est celui qui radote, qui reprend. Hein. Enseigner, c'est radoter, c'est reprendre. Bon. Alors, première phase, la phase tranquille qui faisait la convoitise des autres. On ne peut pas laisser ce peuple être l'écharde dans l'ordre mondial. Après qu'Haïti a renversé l'ordre mondial, on ne peut pas laisser l'Haïtien être le mauvais exemple pour les Africains. C'est de cela qu'il s'agit. Car si on laisse Haïti tranquille, si les Haïtiens arrivent à faire d'Haïti un pays prospère pour les siens, eh bien, les Africains vont dire, mais nous aussi, regardez Haïti, nous pouvons transformer notre continent, le plus riche d'ailleurs, en un continent prospère pour les nôtres. Et les nations occidentales, qui sont des nations voleuses et pilleuses, qui construisent leur richesse sur le vol et le pillage des autres, comprennent le rapport d'influence qu'Haïti aura sur les autres. Et donc, il ne faut pas que cet Haïti soit tranquille. Il ne faut pas que le peuple haïtien reste chez lui. Il faut en faire un peuple paria. Un peuple sans domicile fixe. C'est écrit ça dans les rapports du département d'État lors de l'occupation américaine en 1915-1934. Et donc, cette première phase d'une Haïti tranquille, il faut faire en sorte que ça relève de l'histoire. Il faut faire en sorte que ça relève d'un passé révolu. Donc, deuxième phase, rendre cet Haïti invivable. Rendre cet Haïti, faire de cet Haïti un enfer pour sa population. On s'y prend par l'instabilité politique, en imposant des dirigeants qui ne sont pas choisis par le peuple. On s'y prend en faisant en sorte que le secteur économique de ce pays soit au contrôle de transnationaux. On s'y prend en inondant ce pays d'armes. Vous notez que on ne s'intéresse pas à inonder Haïti de drogue. Il suffit de l'inonder d'armes de guerre. On dit en créole, zam fan foi. Il suffit de l'inonder d'armes de guerre pour que la population qui n'est pas habituée à cela s'enfuit. Et entre-temps, quand ça arrive, l'État devrait réagir. Mais vous notez que l'État ne fait rien parce qu'on a pris la précaution de placer à la tête du pays des voyous, des corrompus, des incompétents, selon la prophétie de Maitland. Et maintenant qu'on a inondé, qu'on a rendu ce pays insécure, mais qu'est-ce qui se passe? Troisième phase, mais la population est forcée de quitter, le déplacement de la population. Et l'ONU ne s'en cache même plus. On parle désormais de centaines de milliers de déplacés. En général, quand il y a des déplacés, on voit un concert de solidarité parmi les nations blanches. On assiste à un concert de compassion parmi les autres nations. Mais vous notez que dans le cas d'Haïti, tout ceci se déroule dans la plus grande indifférence. L'Europe se mobilise pour l'Ukraine parce que il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. En Haïti, vous avez des terroristes qui reçoivent des armes qui arrivent pour la plupart des États-Unis. Tout le monde s'en fout. Parce qu'on n'est pas encore rendu à la dernière phase de ce film dont on a écrit le script.
Donc, si on inonde ce territoire d'armes, c'est pour forcer la population civile à se déplacer. Je ne connais pas bien Port-au-Prince, alors là, pas du tout. Mais ceux qui sont experts dans la topographie vous diront, écoutez, les terroristes contrôlent des zones stratégiques. Ces terroristes contrôlent des zones qui sont réputées être des zones riches en ressources. Ces terroristes contrôlent des zones qui sont tout près des plages. Et la population est forcée de se déplacer. Le déplacement de la population, c'est la troisième étape. Mais parfois, quand on laisse, c'est pour revenir. Quand il y a une catastrophe naturelle, après s'être mis à l'abri, mais on revient. C'est toute l'importance du mot alma mater, hein? Et on dirait que nos entrailles sont attachées à notre terre, nos entrailles sont attachées à notre quartier, celui qui nous a vu naître. Mais mieux, dans le cas des Haïtiens, ils ont construit, n'est-ce pas, leur maison sur plusieurs années, bloc par bloc. La maison, c'est le fruit de leur sang, c'est le fruit de leur sueur, c'est le fruit de leur ingéniosité, c'est le fruit de leur débrouillardise. Donc, ceux qui ont laissé, qui ont été obligés de laisser, qui ont été forcés de laisser, l'ont fait dans l'espoir de revenir 2 ou 3 ans plus tard, dans l'espoir que l'État allait faire quelque chose, dans l'espoir que l'État allait passer des ordres à la police, dans une volonté intraitable de combattre ces terroristes, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Les politiciens volent, ils pillent, ils placent leurs petits amis partout. Ils ont des ministres de défense, des ministres de sécurité publique, des ministres de la justice. Ils volent tous ces salauds-là. Ce sont des voyous. Selon la prophétie de Maitland, ce pays-là serait dirigé par des voyous à défaut d'être contrôlé par les États-Unis. C'est ce que Maitland avait dit, les amis, imaginez. Depuis la fin du XVIIIe siècle. Alors, pour décourager la population dans son espérance de revenir s'installer après quelques années, Barbecue les a invités la semaine dernière à rentrer. Et quand la population est arrivée sur les lieux, elle a constaté que sa maison d'antan n'est désormais qu'un champ de ruines. Forcé à abandonner. Première étape, la tranquillité. Deuxième étape, n'est-ce pas, faire de cette zone, faire de ce pays un pays invivable. Troisième étape, mais forcer le déplacement de la population civile. Mais quatrième étape maintenant, c'est faire le constat qu'on ne pourra plus y revenir. Imaginez des gens qui ont mis 10, 15 ans à construire leur maison et qui aujourd'hui sont rendus à 60, 70 ans. Vous n'allez plus leur demander de reconstruire sur 10, 15 ans. Il y a des gens qui ont littéralement construit leur maison sur 20 ans en Haïti, bloc par bloc. Et c'est comme ça qu'on construit en Haïti, mais on n'a pas accès aux prêts bancaires, hein, parce que les banquiers, hein, je l'ai dit tout à l'heure, puisque le secteur économique est aux mains de transnationaux qui exécutent la volonté de nos ennemis, mais la population, la classe moyenne n'a pas accès aux prêts bancaires. Dans tout pays sérieux, après une telle catastrophe causée par des terroristes, mais avec la complicité de l'État, l'État aurait créé des fonds pour indemniser les propriétaires. Je vois avec satisfaction comment l'État canadien vient de créer un fonds de plusieurs milliards pour dédommager les hommes d'affaires qui sont affectés par les tarifs de Donald Trump. C'est comme ça qu'on dirige un pays. En Haïti, les gens ont tout perdu. L'État est en train d'empocher de l'argent. Que fait Fritz Alphonse Jean? Que fait Edgar Leblanc? Fritz Alphonse Jean, économiste, n'est-ce pas? Que fait-il? Rien. Il vole comme les autres, il garde le pouvoir comme les autres. Que propose Leslie Voltaire, ingénieur de son État? Rien. Il vole comme les autres, il enrichit sa famille et ses amis. Entre-temps, la population civile fait le constat qu'elle ne pourra pas reconstruire. Ça, c'est
La quatrième phase, les amis, la population civile va être amenée, n'est-ce pas, dans les prochaines semaines, au constat lancinant, au constat triste, que ça ne me sert à rien de revenir, il ne reste qu'un pan de mur. Cette maison, je l'ai construite sur 20 ans, je l'ai construite sur 30 ans, sans avoir accès au prêt de la banque. Mais ce n'est pas à 50, 60, 70 ans aujourd'hui que la banque va accepter de me prêter de l'argent. Est-ce que vous comprenez le jeu? C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, pour rendre Haïti invivable, il a fallu que le secteur économique soit aux mains de transnationaux, qui n'ont aucune sensibilité. Les Bossan, les Carl Brown, tous ces salauds qui détiennent des banques, ils s'en foutent de la population civile. D'ailleurs, ils ne sont jamais attaqués. Le remarquerez-vous? Ils ne sont jamais attaqués. Ces directeurs de banque continuent à se rendre à leur bureau régulièrement. Ils sont protégés par qui, selon vous? Des policiers. La police haïtienne est insuffisante du point de vue numérique et pourtant, vous avez des policiers qui sont affectés au service de ces banquiers, qui sont au fait des banksters comme dans gangsters. Et donc la quatrième phase consiste à accepter le fait qu'on ne pourra pas revenir et qu'il faut abandonner définitivement. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femmes, kou garçon, ti moun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nous yo, maré complot ak malfecté local, yo gaye gros âme fan fois, tout partout sous île ya. Yo senen tout passage. Moun de bien qui en dedans pas ka sorti, moun de bien qui de yo pas ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Citoyen moun de bien tant mais on chit attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti, tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous Sanctification Assembly of God, 490 Hillside Avenue, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Alors, vous êtes intelligent, vous allez comprendre la prochaine phase. J'ai été forcé de quitter mon domicile, j'ai été forcé de quitter ma maison, j'ai été forcé de quitter mon quartier. Je pensais que ça allait être provisoire. Je me suis arrangé pour aller vivre chez des voisins ou de la famille dans une autre ville, tout en m'informant de ce qui se passe dans mon quartier. Jusque-là, on m'a forcé à quitter, on a peut-être pillé la maison, mais la maison n'a pas été éventrée. Ces dernières semaines et dans les prochaines semaines, mais nous allons faire le triste constat qu'on ne pourra jamais revenir parce que il ne reste qu'un pan de mur. Et pour la construire, cette maison, je n'ai pas eu accès à des prêts. J'ai dû édifier cette maison bloc par bloc, pièce par pièce. Et voilà qu'après l'avoir construite sur 20 ans, aujourd'hui je suis rendu à 50, je suis rendu à 60 ans, d'autres à 70 ans, mais je fais le constat que cette maison a été réduite en cendres. Qu'est-ce que ces propriétaires vont faire selon vous? La maison n'existe plus, mais le fond de terre existe encore. La maison n'existe plus, mais ce fond de terre, il est encore mien. Vous êtes intelligents. Qu'est-ce que ces gens-là seront forcés de faire? Vous l'avez dit, 5e phase, ils vont vendre. Ils vont vendre. Et je vais vous citer à témoin. Vous qui avez perdu votre maison, vous qui avez été obligé de laisser votre quartier, surveillez les gens qui vont vous faire des offres d'achat. Ce sont eux les traîtres. Ce sont eux les traîtres.
Ils vont vous dire, écoutez, là, à votre âge, vous ne pourrez plus reconstruire de toute manière. De toute manière, cela vous servirait-il à quoi de reconstruire, puisqu'après avoir construit, les barbecues de ce monde ou d'autres barbecues risquent de vous chasser à nouveau. Alors, faites ce que vous avez à faire. Vendez-moi. Et vous allez voir bientôt, vous qui avez perdu votre maison, vous qui étiez obligé de vous déplacer, vous qui venez de constater que votre maison est réduite en un tas de cendres, votre maison est réduite, n'est-ce pas, en un tas de déchets, on va vous faire des offres d'achat. Et vous savez quoi? Vous allez devoir vendre à perte. Vous allez devoir vendre à perte. Et si vous refusez de vendre, on va intensifier la violence contre vous. On va intensifier le saccage contre vous. Le but, c'est que vous vendiez. C'est que vous renonciez à votre fond de terre. Et vous savez quoi? Je vais même y aller un peu plus loin. Parfois, c'est des individus qui vont vous faire des offres d'achat. D'autres fois, c'est des compagnies qui ne se montreront pas la face, qui vont utiliser des intermédiaires pour acheter votre fonds de terre. Mais pire, l'État va vous offrir une espèce d'indemnisation bidon. L'État qui n'a rien fait quand on vous a forcé à quitter. L'État qui n'a rien fait pendant tout le temps où vous viviez chez d'autres. Ce même État-là va revenir pour vous dire, vous savez quoi, vous avez perdu votre maison et moi, dans ma générosité, je vais déclarer votre zone d'utilité publique. Je vais vous exproprier contre argent. Et vous allez devoir dire bye bye, titre de propriété, bye bye, fonds de terre, bye bye évidemment à votre maison puisque cette dernière a été réduite en cendres. Et là, nous sommes dans la 5e phase, la vente forcée ou l'expropriation, tenez. Saviez-vous que lorsque j'ai initié cette série de conférences, voilà quelques semaines maintenant, le 17 août, un ami policier qui travaille dans le renseignement m'a appelé, mais en toute amitié, m'a dit « Jean, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. » J'ai dit « Pourquoi ?» Et là, nous sommes allés prendre un café. Et là, il me dit « Vous savez, ceux qui sont responsables de l'insécurité en Haïti, ce ne sont pas ceux que vous voyez, ce ne sont pas les barbecues, ce ne sont pas les ISO. Les véritables responsables de l'insécurité en Haïti, c'est le secteur des affaires qui, lui, travaille de mèche avec des pays, les pays arabes, les pays des Émirats unis, n'est-ce pas? Et ils m'ont cité quelques pays auxquels je n'avais jamais pensé. Ils disent, écoutez, ces pays-là ont beaucoup d'argent. Les hommes d'affaires de ces pays-là investissent beaucoup dans le tourisme de luxe. Et Haïti qui est bordé de plages, Haïti qui est reconnu pour sa chaleur, Haïti qui est reconnu pour être le pays tropical par excellence, aujourd'hui fait l'objet de ces hommes d'affaires, de ces pays Émirats Arabes Unis. Donc en vous attaquant à la question de l'insécurité, vous vous attaquez à ces gros intérêts-là. Ces gens-là ont déjà leur plan. Ils savent où les hôtels vont être construits, où les resorts vont être construits, où les plages, n'est-ce pas, vont être nettoyées, etc. Ils n'attendent que les propriétaires vendent leur bout de terre pour qu'on se mette à reconstruire ce pays qui va être désormais l'Eldorado des touristes de luxe. Puisque moi je suis l'actualité, je ne peux m'empêcher de faire des comparaisons. Avez-vous entendu parler du plan américain pour Gaza? Gaza, ce territoire qui est habité par des Palestiniens, par des Gazaouis. Ces gens qui sont littéralement pourchassés comme des chiens par l'armée nazie d'Israël, car l'État d'Israël, je ne parle pas de la population d'Israël, je ne parle pas du peuple d'Israël, mais je parle de l'État d'Israël qui est un État nazi, un État raciste,
qui fait du nettoyage ethnique. Eh bien, les États-Unis de Donald Trump, plutôt que de demander à Israël de renoncer à son nettoyage ethnique, disent, écoutez, moi, quand Israël aura fini de faire son nettoyage ethnique, nous allons contrôler pendant 10 ans le territoire de Gaza. Nous allons donner de l'argent à la population de Gaza pour quitter. Nous allons même les aider à manger. Nous allons même les aider à acquérir des maisons ailleurs, pas en Gaza. Nous allons contrôler Gaza pendant 10 ans et nous allons faire de Gaza un centre, un pays modèle de technologie, de richesse, etc. Alors, suivez mon regard, les Gazaouis d'autrefois pourront revenir travailler. C'est aussi là le plan pour Haïti. Vous savez, Donald Trump a au moins une qualité. Il n'en a peut-être pas beaucoup dans mon livre à moi, mais il a au moins une qualité. Donald Trump dit tout haut ce que les Blancs ont toujours fait tout bas. Donald Trump dit tout haut ce que les Occidentaux ont toujours fait dans des officines, dans des bureaux privés. Donald Trump dit à la face du monde, à la face des caméras, ce que jusque-là les stratèges occidentaux planifiaient dans des sous-sols, dans des salles plombées. Donald Trump dit, voici notre plan, nous. Ça fait notre affaire que l'État d'Israël, l'État nazi d'Israël, que l'armée nazie d'Israël fasse du nettoyage ethnique. On ne veut plus des Palestiniens à Gaza, du moins pas pendant 10 ans. On veut prendre le contrôle de ce territoire. On va y construire des hôtels, des resorts, on va y construire des centres de haute technologie. Entre-temps, on va donner de l'argent aux Gazaouis pour qu'ils aillent vivre ailleurs. Et dans 10 ans, ils reviendront travailler à Gaza, qui, entre-temps, ne leur appartiendra plus. C'est ce qu'on veut faire d'Haïti, les amis. Lorsque ce policier qui travaille dans les services de renseignement m'a ouvert les yeux, moi je ne savais pas qu'il y avait des liens entre ce secteur privé d'Haïti, ces oligarques, et les pays arabes qui détiennent le pétrodollar et qui cherchent des zones pour en faire du tourisme de luxe. Puisqu'en général, on est attaché à sa terre, on nous force par des armes. On nous force par l'insécurité artificielle. On nous force à vendre. C'est la 5e phase. Dans la 6e phase, vous la comprenez d'instinct, cette phase. On va reconstruire Haïti. Sauf qu'entre-temps, cet Haïti-là ne nous appartiendra plus. Et savez-vous qui l'avait dit? Là encore, Donald Trump. Lorsque Donald Trump n'était plus président, là, dans l'intermède de 4 ans du sénile Biden, mais il a dit, écoutez, il ne faut pas m'embêter avec Haïti, vous savez, c'est sûr qu'Haïti va être vendu à des consortiums internationaux. C'est ça la marque personnelle de Donald Trump. Il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Donald Trump fréquente ces hommes riches des pays Émirats Arabes Unis. Il fréquente ces hommes riches, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite. Ils connaissent leurs plans. Et c'est lui qui a dit, écoutez, Haïti n'appartiendra plus aux Haïtiens. Ça va être vendu à des consortiums internationaux pour y construire des hôtels, des resorts. Haïti est trop belle pour appartenir à des hommes à la peau foncée. On va la vendre en morceaux à des intérêts internationaux et nous, comme au bon vieux temps de l'esclavage, nous allons revenir pour y travailler, sauf que cet Haïti chéri ne sera plus à nous. Vous comprenez maintenant le sens de la lutte? Nous devons nous organiser, société civile, nous devons nous organiser, nous les Haïtiens, pour reprendre en main notre pays, pour reprendre le contrôle de notre destin. Nous avons osé être libres, disait le fondateur de cette nation, le grand Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Osons être libres par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est désormais le sens du combat. Ils vont vous forcer à vendre, après vous avoir forcé de quitter.
Ils vont vous forcer à vendre après vous avoir forcé de constater que vous ne pourrez plus y revenir sur ce champ de ruines. Si on avait des dirigeants patriotes, si on avait un État responsable, si on avait des dirigeants qui avaient la volonté de résoudre le problème de l'insécurité, le problème serait résolu comme ça. Parce que nous avons des vétérans haïtiens qui ont la bonne volonté. Nous avons des vétérans haïtiens qui ont le savoir-faire. Nous avons des vétérans haïtiens qui ont le savoir-être. Nous avons des vétérans haïtiens qui ont le patriotisme, qui sont prêts à entrer. Mais vous savez pourquoi ils ne peuvent pas y entrer? L'État haïtien n'en veut pas. L'État de Fritz et Jean. L'État d'Edgar Leblanc. L'État de Leslie Voltaire. L'État de... comment il s'appelle ces autres voyous, enfin tous ces salauds-là, l'état d'Alix Didier Fils-Aimé. Ils ne veulent pas de ces vétérans haïtiens. Ils sont allés chercher Éric Prince, le suprémaciste blanc. Ils sont allés chercher Éric Prince, celui-là qui souhaite la colonisation ou la recolonisation des peuples noirs par les blancs. Il l'a dit clairement dans des entrevues. Alix Didier Fils-Aimé est allé chercher Éric Prince qui va aider à l'exécution du plan macabre du secteur privé des affaires, ce secteur transnational. Quel est ce plan? Vider Haïti des Haïtiens et la reconstruire pour des intérêts internationaux. Troussons nos manches, les amis. Mettons-nous au travail et partons à la reconquête de notre Haïti chéri. J'espère que je vous ai été utile. J'espère en tout cas que l'émission vous a été utile. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir. Bonne semaine.